Et bienvenue donc à cette première séance du webinaire très privé de Pram. Je vais parler aujourd'hui donc de l'hagiographie latine dans le diocèse de Trèves à la veille de la Réforme, en vous présentant l'exemple de l'abbaye bénédictine de Saint-Maximin, exposé qui a déjà été donné donc à l'Université de Luxembourg dans le cadre du colloque des doctorants Let's Think About History et qui a déjà occasionné des questions très intéressantes. J'espère que nous aurons un débat tout aussi animé après donc la présentation. Donc, je vais partager mon écran. Hop. Est-ce que tout le monde voit l'écran? C'est bon? Ok. Parfait. Donc, l'hagiographie latine tréviroise, c'est-à-dire l'écriture de la vie, des passions et des miracles des saints, dont la patrie était la métropole ou le diocèse de Trèves, est loin d'être une terra incognita de la recherche historique. En effet, récemment encore, Klaus Krönert livrait une étude consacrée à la période allant du 8e au 11e siècle, période qui peut véritablement être considérée comme le moment de la constitution du principal corpus hagiographique trévirois. Parmi les grands centres qui furent des producteurs de textes hagiographiques, il faut souligner le rôle joué par l'abbaye de Saint-Maximin. Saint-Maximin, donc cette Reichsabtei, cette abbaye impériale, qui fut le seul centre productrice de textes hagiographiques du 8e au 10e siècle dans la métropole. Mais par la suite, cette abbaye eut une activité très limitée, qui s'explique notamment par les incessantes luttes qu'elle mena contre les velléités des archevêques. Ainsi, on peut dire en quelque sorte que l'âge d'or de l'hagiographie tréviroise a avant tout été dominé par les activités de la cathédrale et de l'autre grande abbaye bénédictine, l'abbaye de Saint-Eucaire. C'est d'ailleurs à Saint-Eucaire, au XIIe siècle, que l'on redécouvrit le corps de l'apôtre Matthias, qui, d'après la légende, justement, avait été amené à Trèves par l'évêque Agris à qui sainte Hélène avait confié donc la précieuse relique ramenée de Judée. Cette élévatio du corps de l'apôtre marqua ainsi le début d'un important pèlerinage qui se maintint tout au long de la période médiévale jusqu'à ce qu'il ne soit supplanté au début du XVIe siècle par la vénération d'une autre relique. En effet, en 1512, l'empereur Maximilien Ier de Habsbourg se rendit à Trèves pour assister à une diète d'empire. Saisissant l'occasion de ce que l'on appellerait aujourd'hui un coup de communication, il ordonna l'exhumation de la plus importante de toutes les reliques tréviroises, la sainte tunique sans couture du Christ. Celle-ci fut alors exhibée à la foule de pèlerins et de citoyens de Trèves rassemblés au dehors de la cathédrale au cours de plusieurs cérémonies d'ostension, donc de présentation, et progressivement, on vit se mettre en place un véritable pèlerinage. Afin de promouvoir la ville, la sainte tunique ainsi que la cérémonie d'ostentio reliquiarum de la cathédrale, on décida de recourir à la presse. Ainsi, ce n'est pas moins d'une soixantaine de publications imprimées qui virent le jour. En allemand, ces nouveaux médias portent le nom de Heiltumsdrucke, de Heiltumsbücher ou de Heiltumsschriften. Parmi l'ensemble de ces Heiltumsdrucke, le plus notoire est sans conteste la Medulla Gestorum Treverensium de l'official Jean Hennen, qui parut en 1514. Cet ouvrage plus compendieux, rédigé en langue vernaculaire, en allemand donc, se différencie des autres publications de l'époque du fait qu'il n'est pas une simple liste des reliques d'une église, ni la description d'une cérémonie d'ostension particulière. En effet, comme son titre l'indique, la moelle de la geste des Trévires, la Medulla Gestorum Treverensium, se voulait être avant toute chose un résumé des Gesta Treverorum, une chronique locale du XIIe siècle qui était déjà en elle-même une sorte de synthèse des légendes hagiographiques tréviroises. Dès 1512, donc dès l'année de l'exhumation de la Sainte Tunique, le moine bénédictin Johannes Scheckmann de l'abbaye de Saint-Maximin avait publié un premier traité latin qui se focalisait plus particulièrement sur l'histoire de Trèves et de ses églises. Il s'agissait donc en quelque sorte déjà des prémices de l'ouvrage d'Hennen. Ce même auteur, en 1515, produisit encore un second Heiltumsdruck pour sa propre abbaye de Saint-Maximin. À nouveau dans ce livret, l'aspect historique prend le dessus, avec cette fois-ci une composante hagiographique encore plus forte. Finalement, en 1517,
Sheckman publia l'Epitomée alias Medulla Gestorum Trevirorum, qui est considéré comme étant une traduction, certes largement amplifiée, de la Medulla d'Hennen. Outre ses activités en tant qu'auteur d'Heiltumsdrucke, Sheckman était aussi hagiographe. On lui doit notamment une vie de l'évêque Bazin, de même qu'une historia ainsi qu'une elevatio de l'archevêque Popon de Babenberg, un saint que l'empereur Maximilien de Habsbourg considérait comme faisant partie de la famille de la sainte dynastie habsbourgeoise, si l'on veut. Ces textes ne sont pourtant pas les seules créations hagiographiques de cette époque. On conserve en effet à la Staatsbibliothek de Berlin, dans le Preußischer Kulturbesitz, un légendier qui provient de l'abbaye de Saint-Maximin et qui fut écrit entre 1514 et 1519. Ce manuscrit, à côté de plusieurs textes hagiographiques anciens, contient également la vie de Bazin de Sheckman, ainsi qu'une multitude d'autres textes qui n'ont jamais été étudiés ni édités. Pourtant, d'une certaine manière, ils représentent à eux seuls le dernier soubresaut de la production hagiographique tréviroise avant la réforme protestante. Plus intéressant encore, la diffusion de ces textes, si l'on se fie évidemment aux légendiers qui nous sont parvenus, revêt un caractère strictement local, voire dans la majorité des cas également limité à la seule abbaye de Saint-Maximin. Cette introduction, je le conçois un peu longue, me semblait nécessaire pour planter le décor de mes recherches, car en effet, si l'on considère l'importante activité du moine Sheckman, en particulier donc en tant qu'auteur de livrets à caractère historiographique, dont un notamment pour sa propre abbaye, ne peut-on pas considérer qu'il existe des liens importants entre ces textes, donc entre ces Heiltumsdrucke d'une part, et les nouveaux textes hagiographiques du légendier de Saint-Maximin d'autre part. C'est la question que je me suis donc posée et que je souhaiterais désormais traiter en tenant également compte de la question de l'auteur de ces œuvres hagiographiques nouvelles et de leur contenu. Prenons comme point de départ l'Heiltumsdruck que Sheckman rédigea pour sa propre abbaye. Sur la page de titre que vous voyez ici sur la diapositive, plusieurs saints sont représentés et sont identifiés par leur nom. Au sommet de la page figure tout d'abord une représentation de l'abbaye, entourée de Sainte Hélène et de l'empereur Constantin, les deux légendaires fondateurs si l'on se fie à la Vita Metrica Sancti Maximini du Xe siècle, ainsi qu'au faux diplôme de Dagobert du XIe siècle. En dessous, on identifie deux anges qui présentent les reliques du Seigneur et de la Vierge, dont l'abbaye revendiquait la possession. Tout autour de ces deux images centrales s'articulent les portraits individuels de saints. On dénombre en premier un certain nombre d'évêques, Agris, Maximin et Nicée, les trois saints patrons de l'institution, mais aussi Bazin et Véomade, deux représentants des évêques héréditaires de Trèves de la dynastie des Vidonides. Il y a ensuite le confesseur Quirias, acolyte de Saint Maximin, et pour terminer, au bas, plusieurs représentants des martyrs des persécutions chrétiennes, à savoir Boniface, l'un des chefs de la légion thébaine dont les membres sont également représentés, et le martyr Astériolus. Ce programme iconographique reflète déjà le contenu du livret, puisqu'en effet, chacun de ces saints bénéficie à l'intérieur d'une notice plus ou moins importante à son sujet. Or, si l'on compare le programme de l'Heiltumsdruck au légendier de Saint-Maximin, les parallèles sont troublants. Sur les 6 saints et le groupe de martyrs représentés, tous, mis à part Véomade, bénéficient d'un dossier propre ou bien sont explicitement mentionnés dans le texte hagiographique d'un autre saint. Le programme du légendier, comme vous pouvez le voir, est complété par un dossier consacré à saint Benoît de Nursie, le fondateur bien évidemment de l'ordre bénédictin, et de son acolyte Placide, ainsi qu'une vie de Jean l'Évangéliste, à qui l'église de l'abbaye plutôt, avait été consacrée. En fin d'ouvrage, on trouve finalement une vie de l'évêque auteur de Metz ou auteur de Trèves, dont le corps reposait, d'après la seule épitomée de Sheckman, à l'église Celle-Saint-Quirias de Taben, qui relevait directement de l'abbaye. Sur le premier feuillet du codex, le statut de la compilation est signalé de manière explicite par une mention de contenu. Le légendier a été conçu comme une compilation des légendes des principaux patrons de l'abbaye. Pourtant, les saints patrons de Saint-Maximin étaient traditionnellement au nombre de 4, Jean l'Évangéliste, ainsi que les évêques Maximin, Agris et Nicée. Pour leur part, si l'on se fie à la littérature,
Bazin et Véomade ne sont mentionnés pour la toute première fois que dans l'Heiltumsdruck de Scheckmann, rédigé publié en 1515, où l'auteur précise que les tombeaux donc, de Bazin et de Véomade se situaient dans la crypte inférieure de l'église abbatiale. Cependant, si l'on regarde du côté des notes de dédicace, en effet, notes de dédicace des autels de l'époque médiévale jusqu'au XIIIe siècle, ni Bazin ni Véomade ne figurent parmi les reliques ou les corps des saints figurant à l'abbaye. Pourtant, comme mes recherches l'ont montré, il ne s'agit pas de leur première mention en tant que saint patron, puisqu'en effet, leurs noms apparaissent dans une prière inscrite par une main du XIIIe siècle dans un rituel aujourd'hui conservé à Cracovie. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, la présence de gratures et l'ajout du mot corpora pourrait indiquer qu'une certaine manipulation eut lieu concernant la présence des reliques ou des corps de ces saints à l'abbaye. Plus tard, un légendier de Vitas Patrum de 1461 renseigne également Bazin et Véomade comme patrons de l'abbaye. L'un dans l'autre, on voit donc que l'on assista au dernier siècle du Moyen-Âge à un accroissement du nombre des saints patrons, nombre que l'on chercha donc encore à accroître au début du XVIe siècle du fait de la concurrence accrue qui s'installa entre les différentes églises de la métropole à la suite de l'exhumation de la Sainte Tunique et de l'arrivée massive de pèlerins à Trèves. Il fallait absolument montrer que l'abbaye était un lieu sacro-saint et salvateur pour les pèlerins en quête d'indulgence. Toutefois, encore fallait-il prouver que ces corps, que ces reliques de saints reposaient bien là. Et pour ce faire, comme on l'avait toujours fait jusqu'à présent, on pouvait recourir à l'hagiographie. Cependant, il fallait ici aussi la transposer dans les Heiltumsdrucke. Tous les saints qui sont mis en avant dans le légendier de Saint-Maximin n'ont cependant pas bénéficié au cours du Moyen-Âge d'une vie ou d'une passion propre. De même, comme je l'ai souligné en introduction, l'abbaye de Saint-Maximin, après le Xe siècle, n'avait joué qu'un rôle très minoritaire, très en décalage avec les autres établissements de la métropole en termes d'écriture de textes hagiographiques, si bien que toute une série de textes écrits ailleurs qu'à l'abbaye lui étaient très défavorables. Afin d'illustrer, je propose que nous nous intéressions à deux textes nouveaux véhiculés par le légendier, la vie de l'évêque Bazin d'une part et l'histoire de l'arrivée d'Agris à Trèves d'autre part. La vie de l'évêque Bazin, qui vécut donc au 8e siècle, est le seul texte du légendier pour lequel on est assuré que Scheckmann en est bien l'auteur, puisqu'en effet, une autre copie du texte, qui se trouve dans un légendier provenant de l'abbaye bénédictine de Metzlach, contient une lettre de dédicace de l'auteur à son abbé. Pour écrire sa vie de Bazin, Scheckmann n'avait que peu d'informations à sa disposition. En effet, il n'existait pas de texte hagiographique dédié à ce saint. Par ailleurs, les Gesta Treverorum du XIIe siècle ne disaient rien à son propos, si ce n'est que son successeur fut saint Liudvin. Saint Liudvin, qui était d'ailleurs son propre neveu, et également le fondateur et le saint patron de l'abbaye de Metzlach. Dans l'ensemble, la vie de Bazin n'offre pratiquement aucune information biographique. Elle regorge au contraire plutôt de lieux communs et digresse en bonne partie sur les actes de saint Liudvin, auxquels Scheckmann emprunte de nombreux passages. La partie la plus intéressante de la vie concerne en fait la description de l'abbaye de Saint-Maximin dans laquelle Bazin entre en religion. Scheckmann explique ainsi que l'établissement jouissait de nombreux dons, libertés et privilèges impériaux. Il recourt au faux diplôme de Dagobert pour évoquer la légende de la fondation par Hélène et Constantin et la consécration de l'église abbatiale par l'évêque Agris. Ce faux diplôme de Constantin est une forgerie du XIe siècle. Ce faux diplôme de Dagobert, plutôt, est une forgerie du XIe siècle qui affirmait que Constantin avait voulu que l'abbaye ne dépende que du pouvoir royal ou impérial, ce qui était évidemment une tentative à l'époque de défendre l'institution contre les attaques des archevêques. La vie précise encore que Bazin avait voulu que les droits de son abbaye soient respectés à l'avenir en les faisant confirmer par l'autorité apostolique. À nouveau, Scheckmann recourt ici à un autre faux, à savoir une bulle pontificale attribuée au pape Grégoire II, dans laquelle le souverain pontife accordait la libre élection abbatiale à la communauté et octroyait à l'abbé, donc en l'occurrence à Bazin, le droit de porter les pontificalia. Une fois élu évêque de Trèves,
Bazin est remplacé à la tête de l'abbaye par Odilrad. Cet abbé Odilrad aurait alors reçu un diplôme de Pépin le Bref, confirmant le droit de la libre élection abbatiale, mais une fois de plus, donc, Sheckman recourt à une forgerie du XIe siècle, issue des archives de sa propre institution. Après la mort de Bazin, celui-ci est enterré en la basilique Saint-Jean l'Évangéliste, la basilique donc qui donnera naissance à l'abbaye de Saint-Maximin de Trèves. Là-bas, nous dit l'auteur, l'évêque Bazin repose aux côtés de Maximin, d'Agris de Nicée, de Véomade, ainsi que des 300 martyrs thébains, ces mêmes saints donc qui sont également mis à l'honneur dans l'Heiltumsdruck et dans le légendier de l'abbaye. Passons à présent à l'histoire de saint Agris, dont on ignore l'auteur contrairement à la vie de Bazin. Agris était particulièrement important pour la communauté de Saint-Maximin. Depuis le Xe siècle, la légende de la fondation de l'abbaye faisait en effet de cet évêque celui qui avait consacré le monastère sur ordre de sainte Hélène et de l'empereur Constantin. De plus, la Vita Metrica Sancti Maximini du Xe siècle affirmait qu'Agris était enterré à l'abbaye. Cependant, l'unique Vita qui ait jamais été consacrée à l'évêque Agris avait été produite au XIe siècle dans le milieu cathédral, probablement d'ailleurs à Saint-Eucaire. Agris y est présenté comme un patriarche d'Antioche, ayant été choisi par sainte Hélène et le pape Sylvestre pour mener la rechristianisation de Trèves. Avant le départ d'Agris pour Trèves, Hélène lui aurait confié plusieurs reliques, dont le corps de l'apôtre Matthias, l'un des clous de la croix ainsi que le couteau de la Seine. Le problème pour l'abbaye de Saint-Maximin, c'est que ni cette vita ancienne, ni les Gesta Treverorum ne mentionnaient l'abbaye. Pire encore, la chronique tréviroise affirmait que l'évêque Agris était enterré à Saint-Eucaire. À partir du XIIe siècle, d'ailleurs, les moines de Saint-Eucaire, cette abbaye donc rivale, rebaptisée entre-temps Saint-Matthias à la suite de la redécouverte du corps de l'apôtre, ne cessèrent de revendiquer le corps de l'évêque Agris, d'autant plus que des reliques lui étant attribuées furent découvertes à la suite d'un incendie. Malgré tout, cela ne suffit pas à ravir à Saint-Maximin le titre de lieu de sépulture de Saint-Agris. En effet, après que l'abbaye ne soit passée dans le giron épiscopal vers le milieu du XIIe siècle, elle entretint d'excellentes relations avec l'archevêque dans la première moitié du XIIIe siècle. Ainsi, afin de favoriser sa nouvelle abbaye, le métropolitain instaura une procession des chapitres de la ville le jour de la fête de Saint-Agris, soit le 13 janvier. Par ailleurs, aussi bien l'archevêque que le pape accordèrent des indulgences aux participants à cette procession ainsi qu'aux pèlerins qui se rendraient sur la tombe de l'évêque à l'abbaye. Toutefois, au XIVe siècle, mais surtout au début du XVIe siècle, le conflit avec Saint Matthias reprit de plus belle. En 1513, les moines de Saint Matthias effectuèrent en effet des travaux qui leur permirent de découvrir une inscription funéraire ainsi qu'un coffre contenant une partie importante des reliques d'un corps qu'ils attribuèrent à l'évêque Agris. La menace pour Saint-Maximin était donc concrète, puisqu'en effet, l'abbaye rivale jouissait d'une importante réputation en tant que lieu de pèlerinage au corps de l'apôtre Matthias. La réaction ne tarda donc pas à se manifester, puisqu'à peine quelques jours plus tard, la communauté de Saint-Maximin organisa à son tour l'ouverture publique du sarcophage d'Agris pour démontrer une bonne fois pour toutes que ce dernier reposait bien là. Ce contexte conflictuel particulier se reflète d'ailleurs dans le légendier du début du XVIe siècle. En effet, le dossier de Saint-Agris comprend bien plus que la Nouvelle Historia du XVIe siècle. On y trouve également la Vita du XIe siècle, donc la Vita ancienne, dont la fin a cependant été spécifiquement modifiée pour y inclure l'église de Saint-Jean l'Évangéliste comme lieu de sépulture d'Agris. En outre, on trouve également la copie des actes du XIIIe siècle dans lequel l'archevêque ainsi que le pape conféraient donc des indulgences pour le pèlerinage sur la tombe d'Agris ainsi que le protocole de l'ouverture de la tombe de l'évêque de 1513. Afin d'attribuer un degré d'authenticité supplémentaire à l'ensemble de ces documents diplomatiques, on prit en plus soin de les faire authentifier par un notaire au bas de leur transcription, ce que vous pouvez voir ici sur la diapositive. Qu'en est-il à présent du contenu de la Nouvelle Historia d'Agris ?
Contrairement à l'avis de Bazin de Sheckman, l'auteur, qui, je le rappelle, est ici inconnu, pouvait se baser donc sur la vita du XIe siècle pour établir la biographie de son héros. Malgré une trame qui globalement reste quand même identique à l'ancienne vita, quelques éléments intéressants sont à relever. Tout d'abord, la liste des reliques que sainte Hélène confie à Agris est passablement modifiée. Le corps de l'apôtre Matthias, qui d'habitude ouvrait cette liste, est en effet relégué à la fin de celle-ci, au profit des reliques revendiquées par saint Maximin, le couteau de la Seine, le voile de la Vierge et le peigne de cette dernière. Or, rappelez-vous, il s'agit précisément des reliques qui sont également représentées sur la page de titre de l'Altumsdruck de saint Maximin. Prétendre que ces reliques, les plus importantes de l'abbaye donc, avaient été déposées évidemment par l'évêque Agris, concourait à augmenter le prestige dont les moines voulaient parer leur établissement. Un second point est que, contrairement à la vita du XIe siècle, Agris ici ne voyage pas seul. Il est accompagné d'un moine d'Antioche, prénommé Jean, qui devient par la suite abbé du futur monastère de Saint-Maximin. Or, si l'on va voir du côté de la Vita Metrica Sancti Maximini du Xe siècle, celle-ci précise justement que le premier abbé de l'abbaye s'appelait Jean. Par ailleurs, reprenant le topos de la fondation légendaire de l'abbaye transmise par le faux diplôme de Dagobert, l'auteur insiste sur l'immédiateté impériale que Constantin avait exigée pour sa nouvelle fondation. Il est également précisé que l'empereur Constantin offrit aux moines la cour allodiale de Mertert, donation qui faisait elle aussi partie intégrante de la légende de la fondation de l'abbaye. On la retrouvait notamment mentionnée et illustrée sur la couverture précieuse du Liber Aureus, un cartulaire du XIIIe siècle qui a malheureusement disparu, mais dont on conserve une représentation à l'aquarelle du XVIIIe siècle. Après son décès, Agris est enterré par son successeur Maximin et l'abbé Jean en l'église Saint-Jean l'Évangéliste, et c'est là que s'achève la première partie de l'Historia. Dans la seconde section du texte, l'auteur entreprend de raconter ce qu'il advint du corps d'Agris par la suite. Pour ce faire, il recourt à la géographie ancienne, mais aussi aux notes de dédicace des autels. Au passage, il ne se prive d'ailleurs pas de modifier ces dernières en incluant également les corps de Bazin et de Véomade. S'attaquant au XIIIe siècle, l'hagiographe énonce la création de la procession des chapitres de la ville à Saint-Maximin le jour de la fête d'Agris, ainsi que les indulgences octroyées par le pouvoir archiépiscopal et pontifical. Or, rappelez-vous, comme nous l'avons vu, il s'agit précisément des actes qui sont copiés et vidimés par notaire dans le légendier. D'ailleurs, l'auteur aborde également sa propre époque et invoque le protocole relatant l'ouverture du sarcophage d'Agris en 1513, document qui lui aussi est copié et vidimé par notaire dans le légendier. Comparées l'une à l'autre, la vie de Bazin et l'histoire d'Agris ont donc pour point commun la mobilisation importante du patrimoine diplomatique maximinien, en particulier donc des forgeries du XIe siècle qui servaient à revendiquer certains privilèges ou bien la possession de reliques. L'emploi récurrent de ces documents d'archives concorde ainsi à tisser une trame de fond qui est celle de la libre élection abbatiale et de l'immédiateté impériale de l'abbaye de Saint-Maximin. Je n'ai malheureusement pas le loisir de m'attarder ici sur l'ensemble des textes contenus dans le légendier, mais ces quelques remarques valent également pour la vie de Saint-Maximin ainsi que pour la passion des martyrs de Trèves. Il nous reste à traiter une question particulière. Existe-t-il des liens concrets entre les textes du légendier et les Haltungsdrucke de Sheckman? Nous avons vu que le programme du légendier coïncidait avec celui de l'Haltungsdruck et que certains détails, comme par exemple la présence du corps de Bazin et de Véomade, ainsi que les reliques du Seigneur et de la Vierge, étaient évoqués des deux côtés. J'ai néanmoins également voulu établir s'il existait des similarités textuelles entre toutes ces œuvres. Pour ce faire, j'ai eu recours au traitement naturel des langues sur ordinateur, en anglais Natural Language Processing. L'ensemble des textes, malheureusement, aussi bien les Heiltungsdrucke que les œuvres hagiographiques nouvelles du légendier, étaient malheureusement inédites. Un premier travail a donc consisté à transcrire ces textes pour établir un corpus numérique. Pour ce faire,
j'ai utilisé en partie le logiciel de reconnaissance optique de caractères Kraken. Celui-ci a été utilisé surtout sur les Heiltungsdrucke. Les textes manuscrits, quant à eux, ont majoritairement été copiés à la main. Afin de comparer entre eux les différents textes du corpus, j'ai eu recours au langage de programmation R et au package TextReuse, qui permet d'identifier automatiquement des passages identiques ou similaires entre deux œuvres. Toutefois, afin que cela puisse être réalisé, les textes doivent être préalablement lemmatisés, puisqu'en effet, comme vous le savez tous, le latin est une langue flexionnelle. Ainsi, si l'on trouve par exemple le terme domino dans un texte, il fallait le ramener à dominus, amavit, amo. Pour ce faire, j'ai utilisé le software Tritagger ainsi qu'un fichier de paramétrage pour le latin médiéval disponible sur le site Omnia. Une fois ce pré-traitement réalisé, j'ai donc pu procéder à la comparaison automatique des textes. Ce protocole d'analyse, bien évidemment, vous vous en douterez, ne sort pas de n'importe où. Il a été développé dans le cadre de mon mémoire en humanité numérique à la KU Leuven, durant lequel j'avais soumis à comparaison les Heiltungsdrucke de Sheckmann à un corpus de textes médiévaux trévirois, principalement hagiographiques. J'avais déjà pu à l'époque relever que l'auteur avait essentiellement copié des extraits en lien avec les reliques et les miracles des saints issus des textes hagiographiques anciens. De plus, il avait également copié certaines parties des notes de dédicaces d'autel ou bien des passages des Gesta Treverorum. La découverte la plus intéressante avait néanmoins été l'identification de plusieurs passages tirés des Flores Epitaphii Sanctorum, l'un des deux seuls traités médiévaux sur le culte des saints et de leurs reliques qui a été écrit à la fin du XIe siècle par l'abbé Theophried d'Echternach, extrait que Sheckmann intègre à son Heiltungsdruck de 1512, plus particulièrement consacré à la Sainte Tunique. Mais qu'en est-il à présent des relations entre les textes hagiographiques du légendier et les Heiltungsdrucke? Tout d'abord, aucun parallèle particulier n'a pu être identifié entre les textes hagiographiques et le tout premier Heiltungsdruck de Sheckmann paru en 1512. Cela n'a d'ailleurs rien d'étonnant puisqu'en effet ce traité avait été spécifiquement commissionné par Johann Hennen pour la cathédrale de Trèves et mettait avant tout à l'honneur la Sainte Tunique. Il en va cependant autrement en ce qui concerne le livret que Sheckmann rédigea pour son abbaye de Saint-Maximin en 1515, mais surtout pour l'épitomée alias Medulla Gestorum Trevirorum, rappelez-vous cette traduction latine de la Medulla d'Hennen parue en 1517. On ne peut en effet nier que les textes de ces deux publications prennent appui donc sur les légendes figurant dans le légendier de Saint-Maximin. Dès lors, on peut en déduire que Sheckmann s'est soit largement inspiré du travail de ses confrères, soit qu'il est l'auteur de l'ensemble ou de certaines œuvres du corpus de textes hagiographiques du légendier. Afin d'adresser ce dernier aspect de l'enquête, j'ai commencé à mener une analyse stylométrique du corpus en recourant au package Stylo sur R. Jusqu'à présent, je n'ai pu soumettre les textes qu'à une analyse dite d'Authorship Attribution, qui consiste à proposer 3 auteurs candidats et de voir comment la machine classifie des échantillons de texte sur la base de distances calculées à partir de certaines caractéristiques, ici en l'occurrence la fréquence des mots outils, en anglais function words. Ces function words sont par exemple des conjonctions de coordination, donc des mots qui ne sont pas forcément porteurs de sens particulier, mais que les auteurs utilisent un peu de manière inconsciente et qui donc font ressortir d'une certaine manière leur paternité. Face au corpus de Sheckmann et à 2 autres auteurs candidats, en l'occurrence Nicolas de Cuse et Erasme de Rotterdam, on observe un nuage de points bien dense qui se distingue des points relatifs aux 2 autres auteurs. Donc ici, en l'occurrence, j'ai calculé ce qu'on appelle une correspondence analysis, qui est donc une manière particulière de calculer la distance, la fréquence de ces function words. Et vous pouvez voir sur le bas du graphique un nuage de points bleus et rouges qui correspond en fait à un mélange des textes de Sheckmann et des textes dont la paternité était à déterminer, ce qui tendrait à suggérer que Sheckmann en est l'auteur. Voilà.
Dans ce deuxième graphique, j'ai mené une autre enquête statistique appelée Principal Component Analysis, mais c'est exactement la même chose. Donc, vous pouvez voir que sur le bas du graphique, on a ce nuage de points des textes de Sheckman mélangés aux textes dont on essaye de déterminer la paternité, ce qui tendrait donc à nouveau à suggérer que Sheckman en est l'auteur. Toutefois, afin de peaufiner l'analyse, il faudrait encore recourir à une analyse dite d'autorship verification, qui envisage la situation particulière dans laquelle l'auteur du texte ne fait peut-être pas partie d'une série d'auteurs candidats. Or, c'est précisément le cas dans lequel je me trouve, puisqu'en effet, un frère de Sheckman peut très bien avoir composé l'un des textes hagiographiques du légendier. Affaire à suivre donc. Je n'ai malheureusement pas le temps de rentrer ici dans les détails techniques d'attribution et de vérification d'auteur, mais je vous renvoie néanmoins pour la théorie aux publications de Mike Questemont et de Jeroen de Hussem de l'Université de Gand. Venons-en à notre conclusion. Au tout début du XVIe siècle, alors qu'une marée de reliques s'abat sur Trèves, pour reprendre l'expression de Wolfgang Seibrich, eine Heilungsflut, l'abbaye de Saint-Maximin de Trèves, dont l'activité d'écriture avait été tout à fait marginale depuis le Xe siècle, dut précisément recourir à l'hagiographie pour défendre ses intérêts. Cette entreprise fut menée de front par le moine Johannes Sheckman, auteur d'un certain nombre de Heilungsdrucke, et donc sans doute aussi de plusieurs, voire de la totalité des nouvelles œuvres hagiographiques produites à cette époque à l'abbaye. Ces réécritures de vie et de passion de saints s'accompagnèrent de la mobilisation de documents propres à l'institution. Je n'ai évoqué ici que les sources diplomatiques, mais j'aurais également pu parler des discussions chronologiques, qui sont des notes marginales du XIIe siècle qui figurent dans 2 manuscrits de l'abbaye. Transposées dans l'Heilungsdruck de Saint-Maximin, mais plus particulièrement dans l'Epitomée alias Medulla Gestorum Trevirorum par Sheckman, l'hagiographie de l'abbaye intégra en quelque sorte l'hagiographie officielle de la ville. Il s'agissait donc évidemment d'un tour de force et d'un coup de communication réussi pour l'abbaye bénédictine de Saint-Maximin, qui souffrait grandement de la concurrence de sa consoeur. Malheureusement, cette visibilité accrue se retourna quelques années plus tard contre l'abbaye qui, après avoir servi de quartier généraux aux mercenaires Franz von Sickingen lors du siège de Trèves, fut abandonnée par l'archevêque à la merci des bourgeois de la ville qui entreprirent sa destruction en 1522. Pour finir, j'aimerais formuler une réflexion à propos du légendier du XVIe siècle. En effet, contrairement à ses prédécesseurs médiévaux, il est plus que probable que ce dernier n'ait pas été conçu pour les lectures au réfectoire, au chapitre ou au chœur. La sélection soignée des textes hagiographiques qui est intégrée, ainsi que la présence de copies d'actes authentifiés par notaire, laisse davantage penser que le codex revêtait un rôle juridique et mémoriel destiné avant tout à défendre les intérêts de l'institution en les liant à l'histoire sacrée de celle-ci. Ainsi, ce n'est certainement pas un hasard si le moine Nicolas Dubkin, qui est probablement le scribe de l'ensemble du légendier, écrivit ces quelques mots en marge de la nouvelle histoire d'Agris, invitant donc les futures générations de moines à écrire ce qu'il adviendrait des corps des saints de l'abbaye lors de travaux ou de réédifications futures, comme une sorte de présage funeste des malheurs à venir au XVIe siècle. Je vous remercie.